Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale classe moyenne africaine avec un dossier du jour consacré à sa définition. Et qui est-elle vraiment? Combien d'Africains sont considérés comme appartenant à la classe moyenne? Combien faut-il gagner d'argent pour prétendre appartenir à cette classe? Nous tenterons d'y répondre en deuxième partie. Au sommaire également de cette émission, le roi Mohamed VI à Dakar. Il est arrivé au Sénégal ce 6 novembre. Au mois d'octobre, il a entamé une tournée dans la région est-africaine, une offensive sur l'Afrique subsaharienne alors que le royaume marocain cherche à réintégrer l'Union africaine. Et Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition tchadienne exclu du Parlement panafricain, c'est le président de l'Assemblée nationale du Tchad qui en a fait la demande. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Nos invités, tout d'abord, Monsieur Pierre Tavares, philosophe et homme politique. Monsieur Tavares, bienvenue parmi nous. Bonsoir madame. Et notre autre invité est économiste, il s'agit de Lionel Boko. Monsieur Boko, bienvenue parmi nous. Bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs. Et notre éditorialiste Jemal Taleb. Jemal, c'est un plaisir. Merci Amira, plaisir partagé, merci et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. C'est ce 6 novembre que le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé à Dakar, capitale sénégalaise. Une visite qui intervient alors que le Maroc, rappelons-le, cherche à réintégrer l'Union africaine, une institution qu'il a quittée il y a plus de 30 ans maintenant pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique. C'est un sujet qui nous a été préparé par Zahra Mohamed Moutiou. De Libreville à Abidjan et de Bamako à Kigali. Depuis 3 ans, le roi Mohamed VI multiplie les voyages officiels en Afrique subsaharienne. Et depuis dimanche, il se trouve même à Dakar, au Sénégal. Objectif annoncé par le souverain, donner un nouvel élan à la fois économique et politique à son royaume. Mais cette offensive diplomatique sur le continent est profondément liée à son projet de large autonomie pour le Sahara occidental, ex-colonie espagnole annexée en 1975 par le royaume chérifien et dont le front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame l'indépendance. Une épineuse question qui a nécessité la mise en place par le souverain d'une politique des plus ambitieuses. Le Maroc a compris que l'économie, ça ne suffit pas et que l'erreur stratégique de quitter l'Union africaine doit être réparée au plus vite. Et cette stratégie commence à fonctionner. La République arabe sahraoui démocratique, présente autour de la table de l'Union africaine depuis sa création, perd une à une ses ambassades africaines. Aujourd'hui, sur les 54 États que compte l'Union africaine, il serait au moins 28, à l'instar du Gabon, de la Côte d'Ivoire ou encore du Sénégal, à souhaiter l'exclusion de la RASD de l'organisation. La réintégration du Maroc, c'est certes une formalité, une simple formalité, mais qui exige aussi d'aplanir un certain nombre de choses pour que cette intégration se fasse ces guéguerres, ces problèmes de guerre de position des uns et des autres. Et je pense que de tout va se jouer dans cette négociation. La demande de réadmission du Maroc au sein de l'Union africaine, soumise officiellement le 22 septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, devrait être examinée lors du prochain sommet de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis Abeba, en Éthiopie. C'est environ en 2013 que le roi marocain décide de faire bifurquer sa diplomatie vers le sud et depuis son offensive en direction de l'Afrique subsaharienne francophone et anglophone, depuis peu n'est plus à démontrer. Les partenariats économiques se sont multipliés et on le sait, le Maroc veut réintégrer l'Union africaine et en faire partir la RASD. Le royaume Jemal est donc en quête de soutien sur la question du Sahara occidental et on le sait, le Sénégal est un allié du Maroc de ce côté-là. Il est totalement en territoire conquis, il est absolument chez lui. Et la question ne se pose même pas. Au Maroc, donc au Sénégal, la question ne se pose même pas. Il est complètement à Casablanca. Il y a une vieille relation d'amitié, de proximité, sans doute même de complicité entre le Sénégal et le Maroc. Tous les chefs d'État sénégalais successifs l'ont confirmé. À un bémol près, la diplomatie d'Abdoulaye Wade était plus équilibrée que ça. Je pense que le président Macky Sall, de ce point de vue-là, est résolument et complètement du côté du Maroc. Après, il faut préciser un certain nombre de choses.
personne au sein de l'Union africaine ne s'oppose au retour du Maroc. D'ailleurs, personne n'a demandé au Maroc de partir. C'est les Marocains eux-mêmes qui ont décidé de partir pour des raisons qui leur sont propres. C'est leur agenda par rapport au Sahara occidental. C'est assez étonnant parce que le Maroc revendique le Sahara occidental. Il considère que ce territoire lui est propre à 100%. Et pourtant, il en avait concédé la moitié à la Mauritanie. Et donc, il considère au moins que la moitié ne lui appartient pas. Donc, c'est tout de même assez discutable. Donc, c'est très difficile de dire aux Africains aujourd'hui, je vous demande d'exclure la République sahraoui, dont moi-même j'acceptais au départ que la moitié ne m'appartenait pas, mais sans doute la position du droit international qui, elle, est claire de ce point de vue-là. Hein. C'est un territoire à décoloniser, c'est le 18e territoire à décoloniser, et je pense qu'il y a une constance dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice qui est assez claire. L'illicéité d'un acte, au départ, n'est jamais rendue licite par le temps. Après, la diplomatie, l'offensive ancienne, vieille, marocaine, le continent africain est réel. Mais enfin, c'est très compliqué parce que le Maroc n'est quand même pas un pays qui possède des capitaux propres, prompts à été investis dans le sud du Sahara. C'est beaucoup une recherche de marché et une relation vieille avec un vieux précaré. Alors, Monsieur Boko, il semblerait que le Maroc pose comme condition à son retour dans l'Union africaine l'exclusion de la race de l'Union africaine. Pour y parvenir, il y a 3 moyens. L'exclusion après un coup d'État, ce qui n'est pas le cas. Un départ volontaire, ce qui n'est non plus pas le cas. Ou alors une modification du texte fondateur. Pensez-vous vraiment que le Maroc va parvenir à ses fins, à savoir exclure la race de l'Union africaine ? Écoutez, cette visite du roi du Maroc s'inscrit dans cette démarche-là. S'il entreprend cette visite, c'est parce qu'il espère arriver à ses fins. Maintenant, je suppose que les chefs d'État vont discuter entre eux et nous saurons bientôt de quoi est-ce qu'il en sera. Toujours est-il que la visite du roi du Maroc, qui est quand même roi d'un pays important, est une visite qui va renforcer les liens diplomatiques, mais aussi les liens économiques entre les deux États. Et j'estime pour ma part que les échanges entre États africains, c'est l'une des solutions, c'est l'une des voies possibles pour aller vers davantage de développement. Alors si cette visite s'inscrit aussi dans ce sens, je pense qu'elle sera positive. Maintenant, est-ce que le roi du Maroc obtiendra satisfaction? Nous verrons bien. Alors justement sur ce point-là, Monsieur Tavares, le Front Polisario a de gros soutiens, l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte, pour ne citer que. Le Maroc aussi en a, puisque manifestement il serait 28 pays au sein de l'Union africaine et désormais souhaiter l'exclusion de la race, dont les poids lourds que sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore la RDC. Comprenez-vous la position des soutiens marocains, vouloir exclure une entité reconnue par l'Union africaine, mais surtout en vertu de quoi voudrait-on exclure la race? La question est difficile, c'est l'histoire du tiers exclu en philosophie. Il y a 2 contraires qui sont le Maroc et la République autonome sahraoui. Pour ma part, et comme je l'ai rappelé lors d'une émission précédente, il y a de fait aujourd'hui une majorité d'États et de pays africains, de gouvernements, 28 sur 54, qui pour l'or ont opté pour le choix de l'exclusion de la République. Quand on regarde la carte géopolitique, on se rend compte de ce que vous venez de dire, à savoir que des grands pays comme l'Angola, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, les ténors du continent, eux ne se sont pas encore prononcés, ou du moins maintiennent une sorte de cordon autour de l'Algérie. Donc il y a là un vrai problème qui renvoie aux questions juridiques qui ont été évoquées tout à l'heure. Mais voyez-vous, il y a 2 écoles de droit dans le monde. Il y a celle que a rappelé tout à l'heure votre invité, mais il y a aussi une autre école. Celle qui, de Machiavel à Bottero et à Gabriel Naudet, estime que le coup d'État, que la raison d'État légitime également un type de solution telle que le roi du Maroc le propose. Donc il y a là la confrontation de 2 écoles et l'Afrique est appelée elle-même à s'instruire de cela. Pour ma part, comme je l'ai toujours dit, je crois à la vertu des grands ensembles. Je ne comprendrais pas que sur un sujet pareil, le roi, jeune, dynamique, ouvert à la modernité, ne puisse pas, au-delà de son programme de réintégration ou d'annexion de la République sahraoui, ne fasse pas les efforts nécessaires qu'il faut. Je crois que c'est un sujet qui ne peut sortir, qui ne peut avoir de réponse positive que dans le cadre d'une concertation appuyée.
J'ai mal, très très rapidement. Non, je crois que l'état du droit international aujourd'hui est assez clair. Il n'y a pas des écoles là-dessus. Il y a une seule école de droit, c'est le droit positif. Et le droit positif, de ce point de vue, était clair. Le territoire du Sahara occidental est un territoire qui a été annexé en violation du droit international. L'avis de la Cour internationale de justice de 1975 est clair. Toutes les résolutions successives du Conseil de sécurité sont claires, donc leur position du droit est claire. Après qu'il y ait une philosophie globale sur le droit, c'est l'idée de savoir est-ce que l'illicéité d'un acte peut être rendue licite avec le temps, ça c'est un débat de doctrine, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le droit. Non, ce qui est important, c'est le droit positif. C'est-à-dire qu'il y a un territoire, colonisé, inscrit comme étant un territoire colonisé par les Nations Unies. Stop. Il n'y a pas d'autre discussion. Non, ne dites pas stop. Moi, je rappelle simplement, et je ne prends pas position, je dis simplement qu'il y a deux doctrines. Vous vous prévalez de celle qui est de la science politique. Moi, je suis moi-même formé en philosophie politique et je fais appel. Non, mais je ne peux pas parler de science politique, moi je parle de droit. Du tout. Écoutez, il y a deux écoles. Moi, je maintiens cette idée-là et qui ouvre un espace de débat au sein de l'Union africaine. L'espace de débat aujourd'hui est celui des Nations Unies. Voilà. Finir donc moi, je voudrais le dire simplement et sans prendre position, parce que sur la question, d'abord, je ne suis pas habilité à décider. Je donne simplement un avis de philosophe, de penseur politique. Je dis simplement qu'il y a deux courants de pensée. Il y a une sur laquelle on s'appuie et qui est, si je puis dire, convenable, mais il y a aussi une autre. Et on n'a pas le temps ici de faire la démonstration, mais j'aurais bien, à la faveur d'une autre discussion, apporté des arguments de droit pour montrer que cela, de Machiavel à Naudet, il y a une autre école de pensée qui alimente aussi ce type de démarche. J'ai mal. Non, il n'y a pas de... Très sur vite, le droit positif, il n'y a absolument pas d'école de pensée, encore une fois. Non, je parle que du droit positif. Tout le droit ne serait pas positif. Le droit positif, c'est ce droit qui est appliqué aujourd'hui. Et donc le droit d'appliquer aujourd'hui, donc des chartes de 1966 jusqu'à le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes, et jusqu'à l'inscription du Sahara occidental comme étant un territoire colonisé, l'annexion en soi n'obéit pas au droit international. Mais monsieur, si ce que vous dites était vrai, pourquoi y a-t-il un problème? Mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je vous concède, il n'y a pas de problème. C'est que les Nations Unies ont inscrit. Je finis juste, les Nations Unies ont inscrit les territoires comme étant des territoires colonisés. Ils envoient des casques bleus qui sont installés là-bas, que la communauté internationale paye très cher. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un territoire à décoloniser. Qu'on sait donc les 28 États africains ne savent pas ce que c'est que le droit positif. Ils ont une position politique, c'est un autre débat. C'est fini, messieurs. Et Saleh Kebzabo a été exclu du Parlement panafricain, une décision qui date du 28 octobre et qui a été impulsée par le président de l'Assemblée nationale tchadienne. Il est reproché à l'opposant tchadien de critiquer le Parlement de son pays. C'est un sujet qui nous a été réalisé par Fanny Mounichi. Le chef de file de l'opposition tchadienne, Saleh Kebzabo, exclu du Parlement panafricain. Une décision qui fait suite à une requête introduite par le président de l'Assemblée nationale tchadienne, Haroun Kabadi. Il est reproché à Saleh Kebzabo de critiquer l'Assemblée nationale du Tchad, dont il réclame la dissolution et le redimensionnement pour faire des économies. J'ai, comme d'autres, suggéré que l'Assemblée nationale du Tchad était budgétivore, mal gérée, dépensière, et qu'on pouvait s'en passer puisqu'en fait elle ne sert pas à grand-chose. Il faudrait donc qu'on mette fin à l'Assemblée et qu'on aille à de nouvelles élections avec une nouvelle élection, avec une Assemblée nationale sous-dimensionnée. Voilà essentiellement ce qui m'oppose au président de l'Assemblée nationale du Tchad. Le Parlement panafricain est un organe de l'Union africaine dont le choix des membres dépend des parlements nationaux qui décident de la composition des délégations. Si la décision revient donc à l'Assemblée nationale tchadienne, toujours est-il que le Parlement panafricain devra se prononcer sur cette exclusion lors d'une assemblée plénière. Il est bien entendu que le Parlement panafricain aura son mot à dire. Parce que Saleh Kebzabo fait partie des premiers des pères fondateurs du Parlement panafricain. Et dès cet instant, on n'a pas été saisi d'un problème de mauvaise conduite de ces députés, parce que la procédure aurait voulu que le Parlement soit informé de cette procédure avant que la décision ne soit prise. Comme ça, le Parlement allait se prononcer. Maintenant que la décision a été prise unilatéralement, je ne peux pas vous dire de ce que ça va se passer en plénière. Peut-être on peut rejeter, peut-être ils vont entériner. Selon la mesure qui date du 28 octobre dernier, Saleh Kebzabo sera remplacé par un autre député de l'opposition, Saleh Maki.
Gemal, le parti de M. Kebzabo, il voit là clairement une volonté du pouvoir d'étouffer un opposant qui, rappelons-le, est arrivé deuxième lors de la dernière élection présidentielle. Qu'en pensez-vous? Il y a deux positions différentes. Exprimer une opinion, même avec un peu de provocation, ne peut de toute façon pas appeler une réaction aussi disproportionnée que celle-là. Ça me paraît excessif, ça me paraît personnellement totalement exagéré. Cela dit, les règles du Parlement panafricain sont assez claires. La décision d'abord revient au Parlement tchadien. Et donc le Parlement tchadien prend de ce point de vue-là une position. Après, tout dépendra de l'indépendance et l'esprit de liberté et d'indépendance que prendra le Parlement panafricain. Mais enfin, il n'y a pas de Parlement panafricain. Il y a une agrégation de parlements nationaux. Donc vous pouvez difficilement vous prévaloir d'un Parlement dont vous êtes suspendu, dont vous êtes exclu et appartenir à une assemblée qui représente celui-là. C'est une situation compliquée, mais enfin, ne cherchons pas la solution là où elle n'est pas. Le problème est d'abord tchado-tchadien. Le problème légitime posé donc par les chefs de file de l'opposition a le droit d'être posé. On peut considérer qu'un Parlement est pléthorique, qui coûte cher. On peut même avoir une idée sur son efficacité, mais enfin, l'idée n'est pas en soi de dire qu'un Parlement n'a pas de sa raison d'être, mais celui-là, dans sa configuration, on peut en discuter. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.